Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandé par CA Québec. L'année 2025 a été très mouvementée pour l'industrie automobile et on s'est dit au Guide de l'auto cette semaine qu'on allait vous faire une émission spéciale pour décortiquer tout ça, qui s'en est bien sorti, qui s'en est moins bien sorti. Si on regarde ça globalement, en 2025, le marché canadien, ça représente 1 897 000 véhicules, des ventes qui sont en hausse de 2 par rapport à l'année précédente. Une légère baisse pour ce qui est du marché du Québec, 3,2 de moins. Mais ce qu'on remarque quand on regarde, encore une fois, les ventes globales des modèles, c'est qu'il y a certains constructeurs chez qui les VUS dominent largement. Et parfois, c'est même du 5 pour 1 par rapport aux véhicules conventionnels. Absolument. Et il y a des constructeurs qui se sont démarqués. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est de regarder, évidemment, l'industrie automobile canadienne en parlant, évidemment, des 3 grands constructeurs américains. Parce qu'il faut reculer de 10 ans pour réaliser qu'à cette époque-là, c'est Stellantis, qu'on appelait FCA à l'époque, qui dominait le rang numéro 1 au marché canadien. On vendait plus de véhicules que Ford, plus que Toyota, plus que General Motors. Et aujourd'hui, les rangs ont un peu changé, si je peux m'exprimer ainsi. General Motors et Ford ont vendu chacun tout près de 300 000 véhicules, GM étant premier par environ 5 000 unités. Et du côté de chez Stellantis, 117 000 véhicules seulement ont été vendus. C'est 65 de moins que ce qu'on vendait il y a 3 ans. Alors, la dégringolade, là, elle ne s'est pas faite en un an. C'est une descente aux enfers qui dure depuis une décennie. Et là, je parle uniquement du marché canadien. Alors, c'est le constructeur qui a mangé la plus grande des volées dans l'industrie au cours des 10 dernières années. Évidemment, c'est un constructeur qui a des usines au Canada, qui vend énormément de véhicules, qui a un catalogue je dirais pas complet, mais quand même assez étoffé. Et on a de la misère à se sortir la tête hors de l'eau, ça n'a pas de bon sens. On a pris pour acquis le marché nord-américain chez Stellantis. Festival de mauvaises décisions. Mauvaise planification de produits. Et puis, juste tout ça, là, ça allait débouler pour le constructeur à travers les années. Mais ce qui est fascinant de voir aussi, c'est qu'ils vendent moins de véhicules au Canada que Honda. Et donc, ça, c'est véritablement un marqueur qui est très, très important et qui en dit long aussi. Bon, évidemment, Honda, c'est quand même une marque très, très populaire, mais toujours est-il que le fait qu'il s'est glissé sous ce constructeur japonais-là qui est Honda, je pense que c'est très, très significatif. S'il y a 20 ans, on nous avait dit que Hyundai allait vendre plus de véhicules que Chrysler, on ne l'aurait jamais cru. Et pourtant, c'est ce qui se passe. En fait, Hyundai en a vendu 35 000 de plus que Chrysler cette année sur le marché canadien. Donc, c'est vraiment, vraiment étonnant de voir comment tout ça s'est passé. Et le constructeur qui a connu la plus grosse hausse des ventes sur le marché canadien en 2025, c'est Mazda. Alors, un constructeur qui n'a pas de véhicule électrique et qui a vendu des véhicules populaires, des valeurs sûres, qui ont connu des hausses de ventes significatives. Écoute, la Mazda 3, c'est une voiture qui a 7 ans. Bien, les ventes ont monté de 38 Une valeur sûre. Oui. Ça, c'est véritablement très surprenant parce que lorsqu'on considère le fait que chez Mazda, on avait un véhicule important qui était le CX-50, mais vu qu'il était fabriqué aux États-Unis, toute l'histoire des tarifs a fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus vraiment le commercialiser au Canada. Et donc, ils ont véritablement pris le relais. Et donc, avec des modèles comme, par exemple, CX-30 ou Mazda 3, qui ont encore une fois connu des augmentations significatives de vente, ça, ils ont vraiment bien joué leur jeu de ce côté-là. Et c'est une grosse surprise parce qu'on ne s'attendait pas à dire que Mazda était le joueur qui a le mieux tiré son épingle du jeu en 2025. Mais on ne peut pas, en unité absolue, on ne peut pas compter ça comme ça, mais en pourcentage d'augmentation, c'est le cas. On a aussi constaté que les ventes de voitures compactes, de véhicules plus accessibles avaient monté. La seule voiture qui n'a pas vu ses ventes augmenter, c'est la Civic, en fait, parce que, bon, c'est une voiture qui est peut-être un peu plus chère, parce qu'on a peut-être mal joué nos cartes du côté de chez Honda, mais sinon, la plupart des voitures accessibles ou des petits VUS ont connu des augmentations de vente importantes. Et une autre constatation que je fais à la lumière des chiffres que je regarde ici, bien, c'est le fait que des marques très traditionnelles, là, Lincoln, Buick, Cadillac, les augmentations de vente sont
gigantesques. Parce que ce sont des sous-marques de grands constructeurs, mais c'est là qu'on a vu des chiffres exploser. J'ai ça devant moi. Écoute, juste Lincoln, c'est 17,8 d'augmentation de vente. Tu regardes du côté de chez Buick, par exemple, 24,4 d'augmentation de vente, 8 du côté de chez Cadillac. Alors, ce sont des marques traditionnelles. Puis Cadillac, n'oublions pas, on a un portfolio avec beaucoup de véhicules électriques dans un marché où les ventes d'électriques ont chuté drastiquement. Donc, c'est exceptionnel de constater ça aussi. Un autre segment que je n'avais pas dans ma carte de bingo, c'est les mini-fourgonnettes aussi, qui ont connu une grande augmentation des ventes. Ça, c'est l'exception chez Stellantis. Oui, c'est l'exception chez Stellantis, mais attention, il faut lire les chiffres, mais il faut les lire entre les lignes aussi. Parce que chez Stellantis, ce qu'on nous dit, c'est que la Grand Caravane a une augmentation de vente de 29,6 94,5 d'augmentation de vente pour la Pacifica. Mais il y a des ventes au parc là-dedans. Oui, donc, il y a absolument. des ventes à des entreprises de location court terme, à des compagnies diverses. Et on a décidé de fabriquer davantage à l'usine de Windsor, en Ontario, de livrer plus de fourgonnettes plutôt que de les envoyer aux États-Unis. Et ça fait en sorte qu'on a vendu beaucoup plus de véhicules chez nous. Après ça, est-ce qu'on est allé chercher beaucoup de profit là-dedans? C'est pas des ventes au détail. Ça reste à voir. Alors, c'est des chiffres qu'il faut un peu lire entre les lignes. Mais effectivement, n'importe quelle bonne nouvelle chez Stellantis en ce moment, elle est la bienvenue. Parce que si on regarde du côté de chez Dodge, par exemple, 24 de baisse de vente. Du côté de chez Ram, 23,3 de baisse de vente. Et ça, c'est un autre 23 suite aux 35 de l'année passée quand on avait abandonné le Ram classique. Chez Jeep, c'est 11,1 de baisse de vente, encore une fois. Alors, c'est de la dégringolade chez toutes les marques. C'est vraiment le constructeur qui a souffert le plus cette année. Il y a quand même aussi des constructeurs qui se maintiennent assez bien dans le marché. Je pense par exemple aux constructeurs coréens, Hyundai, Kia, qui sont encore toujours très forts, surtout sur le marché du Québec. On se souvient, il y a plusieurs années, souvent les ventes réalisées au Québec représentaient 50 des ventes canadiennes. C'est moins vrai maintenant, mais toujours est-il que le marché québécois est un marché qui est très important, toujours, pour Hyundai et Kia, dont les ventes se maintiennent relativement bien. Merci les gars. Après la pause, on poursuit notre analyse. Les carburants alternatifs pourraient-ils représenter une alternative aux véhicules zéro émission? Le propane, l'éthanol ou l'hydrogène sont utilisés pour alimenter certains véhicules. Ils peuvent contribuer à réduire les GES, mais sont rarement utilisés pour les véhicules de promenade. Dès 2026, la Formule 1 promet d'utiliser des carburants 100% durables qui pourraient faire leur chemin jusqu'à nos véhicules. Les gars, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 20 de manière globale par rapport à 2024, en 2025, mais chez nous, ça n'a pas été la même histoire. Non, bien évidemment, on n'était pas dans un marché naturel. Hein? On sait qu'en 2025, il y a eu des subventions qui ont sauté du jour au lendemain. Pas besoin de te dire que ça a eu un impact significatif sur les ventes et sur la gestion des inventaires des concessionnaires. Tout à fait. Donc, on remarque que, par exemple, certains modèles, comme Tesla Model 3, des chutes de vente de 88 par rapport à la même période l'année précédente. Il y a eu un petit facteur politique aussi là-dedans. Exactement, là. mais aussi, si on regarde d'autres modèles comme Chevrolet Blazer, c'est 71 Equinox électrique, 53 Ioniq 5, ça a été un modèle très populaire, 72 de baisse de vente. Le Nissan Ariya, 54 BZ4X, 60 Volkswagen ID4, 65 Tesla, de façon globale, en incluant tous les modèles, c'est 67 de baisse de vente. Il y a une électrique qui s'en est bien sortie, c'est la Fiat 500. Mais faites attention parce qu'on sait que c'est un véhicule de conformité. On a vendu 2423 Fiat 500 à l'échelle canadienne en 2025, 1337 sur le seul marché du Québec. Et combien est-ce qu'on a vendu de Fiat 500 aux États-Unis? 1141. Alors, on a vendu plus de Fiat 500 l'an dernier au Québec qu'aux États-Unis. Ça vous illustre le degré d'importance du produit pour le constructeur Stellantis, qui en a absolument rien à foutre. Si elle avait eu 3 rangées, peut-être qu'elle aurait remonté un petit peu plus. Avec une capacité de remorquage de 5000 livres, effectivement. Mais on n'est pas tout à fait là. Tout ça, c'est pas dû au fait que soudainement les gens se sont désintéressés aux produits. C'est dû au fait qu'on a vendu un nombre trop élevé de véhicules électriques en 2024 par rapport à une demande naturelle et que dès l'année suivante, avec la chute des subventions, bien, ça a dégringolé.
Puis évidemment, les constructeurs ont tenté de s'ajuster, mais ça a été extrêmement difficile, là. C'est surtout ça, je pense, qui est le facteur le plus important, parce que ce qu'un marché aime, c'est une certaine stabilité dans la réglementation. Oui. Et pour le consommateur aussi, c'est un élément important lorsque vient le temps de faire un choix. Et lorsque l'on voit qu'il va peut-être y avoir un retrait des subventions, bon, évidemment, ça fait en sorte que ça a déplacé une certaine demande, augmenter une certaine demande à un moment précis. Donc, tout ça, ça a un impact évidemment majeur sur le fait que tu as vu des fluctuations aussi importantes dans ce marché de la voiture électrique qu'on ne voit pas du tout du côté de la voiture thermique, là. Une courbe de dépréciation sur une Honda Civic, tu peux la dessiner au détail près, alors qu'avec des véhicules comme ça, bien, c'est très difficile de prévoir ce qui va arriver. Tu sais, on a vu des ventes relativement intéressantes en janvier 25. Là, dès qu'on a appris que la subvention provinciale était coupée au 31 janvier, bien, février et mars, il ne s'est rien vendu. Le fédéral nous avait promis que ça reviendrait. C'est jamais arrivé en 2025. Là, ça vient de revenir pour 2026 et ça risque d'avoir un impact. Et puis, je veux aussi souligner que ça a fait très mal aux concessionnaires. Parce que toi, en tant que concessionnaire, il faut que tu composes avec une situation que tu ne peux pas prévoir. Il faut que tu gères des inventaires qui, du jour au lendemain, sont invendables ou quasi invendables. Et ce n'est pas des petits prix, là. Ce sont des véhicules qui coûtent plus cher que la moyenne. Donc, de conserver ça et de ne pas avoir de clients, bien, la seule façon de t'en sortir, c'est de mettre énormément d'eau dans ton vin et de demander à ton constructeur de t'aider pour la commercialisation de ces véhicules-là. Mais le constructeur est limité dans ce qu'il peut faire aussi. Fait qu'il y a tout cet environnement-là aussi qu'il faut regarder. Ouais. Et du jour au lendemain, bien, c'est le consommateur qui a gagné le pouvoir. Autrement dit, à l'automne 2024, bien, c'est le concessionnaire qui avait le gros bout du bâton, qui pouvait te dire combien tu allais payer pour ton véhicule et qui pouvait même te faire une fleur si il te proposait de t'en vendre un. Pas besoin de te dire que quelques mois plus tard, c'était carrément l'effet inverse. Et on en a souvent parlé, Gabriel, c'est le simple fait de l'offre et de la demande. Oui, puis on avait aussi les quotas qui étaient imposés aux constructeurs, des quotas de vente de véhicules électriques qui jouaient là-dedans pour donner des meilleures aubaines, donner des meilleures affaires aux consommateurs pour faire sortir les véhicules. Et en 2025, bien, ça ne s'est pas passé. Au retour de la pause, on parle de l'impact des tarifs sur l'industrie automobile et de nos prédictions pour 2026. La garantie prolongée peut venir compléter celle du fabricant. Tu obtiens donc une couverture encore plus large et complète. Les gars, au début de l'année 2025, il y a un facteur politique qui s'est glissé dans l'engrenage de l'industrie automobile et c'est les tarifs et les contre-tarifs. Exactement. Alors, il faut comprendre que les contre-tarifs chez nous au Canada, ça veut dire que les constructeurs qui fabriquent des véhicules aux États-Unis et qui n'ont pas d'usine au Canada, bien, sont sujets à des contre-tarifs en réponse aux tarifs de Donald Trump. Et ça fait mal à plusieurs constructeurs comme Nissan, comme Mazda, comme Subaru notamment. Et là, évidemment, j'épargne toutes les marques de luxe. Un des pires, c'est BMW. La BMW fabrique pratiquement tous ses VUS à Spartanburg, en Caroline du Sud. Pas besoin de te dire que les prix ont explosé parce qu'on en vend encore chez nous. Mais il y a des constructeurs qui ont choisi d'arrêter de vendre certains modèles et c'est là que ça devient intéressant parce que tu te dis, bon, bien, ça veut dire que le constructeur ici au Canada va devoir s'ajuster et trouver d'autres avenues pour satisfaire ses clients et son réseau de concessionnaires. Et évidemment aussi, on parle aussi des accords de libre-échange avec d'autres parties, comme par exemple la Corée du Sud. Entre le Canada et la Corée du Sud, ça vient jouer aussi du côté de Hyundai et de Kia qui produisent, et de Genesis évidemment, qui produisent beaucoup de modèles en Corée du Sud, qui leur donnent quand même un bon accès au marché canadien, alors que c'est un peu plus problématique du côté des États-Unis. Ils ont des tarifs aussi qui sont moins élevés que ceux qui sont imposés pour certains pays, mais toujours est-il, il y a des tarifs pour eux. Et donc, tout ça, encore une fois, toute cette histoire de tarifs, de contre-tarifs, de guerre commerciale, le but de l'administration Trump d'essayer de rapatrier toute la production aux États-Unis, ça a une incidence majeure sur l'industrie automobile au Canada, au point où on se demande vraiment
s'il y a un certain avenir pour cette industrie-là. On voit des usines qui ont fermé au Canada, du côté de l'Ontario, et de la production aussi de certains modèles qui étaient rapatriés ou qui est en voie d'être rapatriés aux États-Unis. Ça, c'est majeur pour ce qui est du marché de l'emploi et du chômage et tout ça, et tout le reste aussi pour les fournisseurs canadiens, les compagnies canadiennes qui fournissent des pièces pour ces usines-là. Donc, toute cette histoire de guerre commerciale, encore une fois, toute cette instabilité, cette renégociation des accords de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique ont une incidence directe sur le marché canadien. Pour une industrie qui a besoin de stabilité, évidemment, et la manière dont ça s'est fait là, au début de l'année 2025, avec des annonces de la Maison-Blanche qui n'étaient pas très claires. Au début, ça nous a pris jusqu'en mai à savoir si les composantes pour fabriquer les véhicules étaient tarifées. Alors, on se rendait compte qu'un véhicule une composante pouvait traverser la frontière plusieurs fois et être tarifée plusieurs fois. On avait l'impression que l'administration ne savait pas comment que les véhicules étaient assemblés depuis 100 ans entre le Canada et les États-Unis. Donc, tout ça pour la planification de produits. Ça va non seulement avoir un effet maintenant en 2026, mais sur les années à venir, parce qu'on s'attend à ce que ça ne redevienne jamais à la normale. Non, mais pour vous donner une idée, un constructeur comme Polestar vendait chez nous une voiture qui était la Polestar 2, fabriquée en Chine. On a dû cesser de la commercialiser parce qu'elle était fabriquée là-bas et qu'il y a un tarif de 100 % qui s'appliquait. Ensuite, on a décidé de lancer le Polestar 3. Lui est fabriqué aux États-Unis. Bien là, du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais quand il y a un tarif de 25 % qui vient s'appliquer? Tu augmentes le prix de ton véhicule, il devient soudainement beaucoup moins intéressant et accessoirement, on a cessé la vente du EX90 chez Volvo pour la même raison, qui est fabriqué à la même usine. Reste donc la Polestar 4, qui est un véhicule super niché, mais qu'on fabrique du côté de la Corée du Sud et c'est donc là-dessus qu'on met nos énergies chez Polestar en ce moment. Plus personnellement, moi, je me suis commandé un camion Chevrolet, en fait. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'il était dans ma tête de fabrication canadienne. On fabrique chez nous des Chevrolet Silverado au Canada. J'ai dit, je veux un camion pleine grandeur, je vais prendre un modèle fabriqué chez nous. Ce qu'on ne nous a pas dit chez General Motors, c'est que l'essentiel de toute la production des véhicules qui sont vendus au Canada a été rapatrié du côté du Mexique, pendant que chez nous, au Canada, on fabrique des véhicules qu'on envoie aux États-Unis. Parce que GM Canada préfère vendre ses véhicules aux États-Unis qu'au Canada et parce que les véhicules que le Canada veut acheter sont pas mal moins chers au Mexique. Il n'y a pas de tarif, mais il y a aussi une question de coût de production qui est plus faible. Mais tout ça, évidemment, on ne te le dit pas. Donc, quand je vous dis que c'est complexe de gérer la fabrication, les inventaires, les usines, les commandes, ça fout le bordel dans une industrie à un niveau que vous n'avez pas idée. Évidemment, avec un partenariat moins fiable avec les États-Unis, le Canada a dû se tourner pour faire des partenariats stratégiques avec d'autres pays, d'autres régions. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement de M. Carney s'est pivoté vers d'autres pays, notamment la Chine. Et donc, cette entente qu'on a prise avec la réduction des tarifs sur 49 000 véhicules chinois, c'est quand même significatif. C'est une porte d'entrée, si on veut, sur notre marché. C'est pas beaucoup, 49 000 véhicules, quand on considère le fait qu'il se vend 1 897 000 véhicules au Canada par année. Donc, c'est très peu, mais c'est un début. Bien, moi, en fait, je suis inquiet pour certaines marques, certains constructeurs qui fabriquent beaucoup de véhicules aux États-Unis, qui veulent les vendre ici. Un des exemples, c'est Nissan. Plus de Pathfinder, plus de Murano, plus de Frontier. On ramène en 2026 quelques unités vendues à très fort prix. On ne sera pas capable d'être compétitif. C'est vraiment difficile pour un constructeur comme Nissan. Accessoirement, Infiniti, qui était déjà en eau trouble et qui l'est encore plus, ce n'est pas le QX65 qui va sauver les meubles, je te le confirme. Et il y a des marques qui sont encore pires au niveau du positionnement. Puis là, je pense à VinFast. Ça, c'est une blague, là. On a vendu quelques centaines d'unités l'an dernier au pays. Qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à se sortir la tête hors de l'eau face à une concurrence chinoise qui va arriver ici, assurément avec des véhicules moins chers, plus efficaces? Ça a été momentané comme succès, si on peut appeler ça ainsi, mais je pense que les jeux sont faits. Alors, il y a effectivement des constructeurs qui vont souffrir et qui vont devoir s'ajuster clairement. Bon, la chance d'un constructeur comme Stellantis, par exemple, si on peut appeler ça une chance, c'est qu'on a un pied à terre un peu partout à travers le monde et qu'on peut donc s'approvisionner un peu partout. Alors, regarde ce qui arrive avec le nouveau Cherokee. Bien, on est allé chercher des moteurs qui sont
actuellement utilisés dans des produits Peugeot. On intègre ça à un véhicule qui est destiné au marché nord-américain. C'est le genre d'exercice qu'on ne peut pas nécessairement faire partout, là. Bien évidemment, les gars, 2026 risque d'être aussi mouvementé avec l'arrivée, par exemple, éventuelle des véhicules chinois, la renégociation de la CEUM, puis aussi le retour des subventions. C'est quoi vos prédictions pour 2026? Moi, j'ai l'impression qu'on va acheter des véhicules plus pragmatiques. Les acheteurs vont être plus analytiques, plus responsables dans leur choix, autant dans l'électrique que dans les voitures à essence traditionnelles. Les hybrides vont gagner en popularité aussi. Cela étant dit, les gens sont conscientisés au Québec et les portefeuilles sont de plus en plus étroits. Donc, on va acheter des véhicules plus pragmatiques. Ça, je suis certain de ça. Ça, c'est un facteur important. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas négliger le fait que le marché de la voiture d'occasion aussi va entrer en ligne de compte de ce côté-là. Parce que si les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter un véhicule à fort prix, très élevé, ils vont logiquement se tourner vers le marché de l'occasion. Et là, déjà, on va peut-être voir, encore une fois, une augmentation des prix dans ce marché-là aussi. Tout ça, ça va dépendre, en fait, de l'offre des constructeurs sur le marché, des taux de financement qui vont être disponibles, des coûts de l'énergie. Tous ces facteurs-là sont en fluctuation constante, surtout de nos jours, et c'est difficile de prédire avec exactitude exactement ce qui va se passer. Chose certaine, c'est un domaine qui, encore une fois, va être fascinant pour nous à couvrir et analyser. Oui, absolument. Merci les gars. La semaine prochaine, on vous présente le Land Rover Defender Octa.